La majorité des athlètes les mieux payés pratiquent un sport d'équipe comme le football ou le basket, puisqu'une grande partie de leur revenu est un salaire que leur verse leur club. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'avez compris, je vais vous expliquer plus en détail les 6 sources de revenus dont disposent les joueurs de tennis pour gagner leur vie. Le magazine Forbes a dévoilé en mai 2022 le classement des 10 sportifs les mieux payés au monde sur la période de mai 2021 à mai 2022. Et c'est le footballeur Lionel Messi qui est l'athlète le mieux payé au monde en ayant encaissé un total de 130 millions de dollars, soit l'équivalent de 134 millions d'euros. Oui, les amis, vous avez bien entendu, 134 millions d'euros, soit l'équivalent de 370 000 euros par jour ou encore 15 500 euros par heure, soit ce que gagnerait par mois quelqu'un qui a déjà très bien réussi sa vie. Et les joueurs de tennis, quant à eux, ne perçoivent pas de salaire, donc ils dépendent d'autres sources de revenus. Mais ça n'empêche pas que les meilleurs joueurs de tennis au monde gagnent très bien leur vie. À l'instar de Roger Federer qui est le 7e sportif le mieux payé au monde avec un total de 90 millions de dollars. Du coup, à la place des salaires, les joueurs de tennis pro disposent de 6 sources de revenus différentes. Les prize money des tournois, les primes de participation au tournoi, les contrats de sponsoring, les bonus de performance, les primes de match d'exhibition ou encore en 6 en jouant des matchs pour des clubs de tennis. Numéro 1, le prize money. Il s'agit de l'un des principaux revenus des joueurs puisqu'ils reçoivent des prize money en échange de leur participation au tournoi et de leur victoire à chaque tour. Alors on va prendre un exemple. En 2019, Federer a gagné 7,4 millions de dollars de prize money, soit seulement l'équivalent de 8% de son revenu total. On va voir plus tard dans la vidéo quels sont les 92% restants. Et Djokovic, quant à lui, la même année, a gagné 20,6 millions de dollars de prize money, ce qui correspond pour lui à 41% de son revenu total. Alors, quand on parle de prize money, ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs de tennis gagnent de l'argent même s'ils perdent. En effet, le prize money est déclaré avant chaque début de tournoi, où l'organisation du tournoi annonce publiquement combien d'argent un joueur va gagner en fonction du tour où il quitte le tournoi. Ce qui signifie qu'il y a donc toujours un montant que les joueurs recevront quand ils participent à un tournoi, même s'ils perdent dès le premier tour. Et évidemment, si les joueurs continuent à gagner, ils vont augmenter le montant de leur rémunération. Alors, on va prendre un autre exemple très concret. Durant l'US Open 2022, sachez que les joueurs qui ont perdu au premier tour du tableau principal ont empoché 80 000 dollars. On est d'accord, c'est pas si mal pour un seul match joué et en plus perdu. Alors je dis ça volontairement puisqu'en réalité se qualifier pour un grand chelem comme l'US Open pour un joueur de tennis c'est vraiment très difficile. Tout simplement parce que vous avez que 2 options qui s'offrent à vous. Première option, vous devez faire partie des 100 meilleurs joueurs du monde et dans ce cas, vous êtes qualifié directement pour le premier tour du tableau principal. Ou alors deuxième option, vous faites pas partie du top 100 mais du top 200 et dans ce cas, c'est plus compliqué, vous devez passer par les qualifications, c'est-à-dire que vous devez gagner 3 matchs de suite pour avoir accès au premier tour du tableau principal. Donc dit comme ça, c'est peut-être un peu plus compréhensible qu'il y ait déjà une somme d'argent proposée au perdant du premier tour d'un grand chelem, parce que s'il fait partie des 200 meilleurs joueurs du monde, lui, il en est déjà à son 4e match, donc il y a déjà un effort qui a été fait. Et si vous faites partie du top 100, ça fait partie des privilèges d'être dans les 100 meilleurs joueurs du monde. On a déjà des belles sommes d'argent, même si on perd au premier tour d'un grand chelem. Donc pour les meilleurs joueurs du monde, avant même de chercher des performances dans le grand chelem, il y a déjà des motivations financières à participer à tous les grands chelems de l'année. En revanche, pour les joueurs au-delà du top 100, il va sans dire que ce fonctionnement, ça leur plaît pas du tout, puisque de base, eux, toute l'année, ils font plutôt des tournois qu'on appelle Challenger ou Future, et ils gagnent vraiment beaucoup moins d'argent. Donc ça fait quand même une sacrée barrière avant d'accéder au premier tour d'un grand chelem. Alors moi, j'aime bien illustrer et donner des exemples, et je vais vous donner des chiffres concrets de combien gagne le gagnant d'un grand chelem, d'un tournoi Challenger ou par exemple d'un tournoi Future, qui est quasiment les plus petits tournois pour les joueurs professionnels. Alors prenons l'exemple de l'US Open 2022 qui a été gagné par Carlos Alcaraz pour son premier grand chelem. Le jeune espagnol a gagné 2 600 000 dollars, ce qui est juste énorme. Ensuite, pour les 100 meilleurs joueurs du monde, on va avoir les ATP 250, les ATP 500 et les Masters 1000, où là, pour les gagnants, on va être autour de plusieurs centaines de milliers de dollars.
Alors après, on va passer sur les tournois pour les joueurs au-delà du top 100. Et là, je peux vous assurer que le prize money pour les gagnants, il dégringole littéralement. Puisqu'on estime qu'en moyenne, un gagnant d'un tournoi Challenger va gagner aux alentours de seulement 20 000 $. Et ensuite, on va avoir les tournois futurs qui sont pour les joueurs qui sont au-delà de la 500e place mondiale. Où là, le gagnant d'un tournoi futur va gagner seulement aux alentours des 3 000 à 4 000 $. Donc là, vous voyez bien à quel point il y a des énormes différences entre les joueurs de tennis professionnels en fonction de leur classement. En gros, les joueurs du top 100, eux, vont avoir des prize money très privilégiés et vont avoir une vie très confortable. Ensuite, au-delà du top 100, si vous êtes un joueur entre la 100e et la 200e place mondiale, là, du coup, vous allez faire des tournois Challenger. Et en termes d'argent, vous allez être plutôt à l'équilibre, c'est-à-dire que vous allez réussir à vous en sortir, mais vous n'allez pas non plus rouler sur l'or. Et ensuite, au-delà de la 200e place mondiale, là, ça devient vraiment compliqué d'en vivre, puisque comme on l'a vu, les prize money sont vraiment dérisoires. Et pourtant, on reste un joueur professionnel et on a quasiment les mêmes besoins qu'un Djokovic ou un Federer, sauf qu'on gagne quasiment pas d'argent. Donc pour résumer, pour tous les joueurs quasiment au-delà du top 100, ils vont devoir compter sur l'une des 5 autres sources de revenus que l'on va voir dans cette vidéo. Numéro 2, les primes de participation. Alors en plus de recevoir des prize money, les meilleurs joueurs de tennis reçoivent également des gros chèques en ce qui concerne leur participation à certains tournois. Alors en fait, les meilleurs joueurs comme Federer, Nadal et Djokovic ont déjà tellement de points au classement qu'ils sont pas intéressés forcément par de petits tournois. Sauf que à côté de ça, les directeurs de tournois, eux, ils rêvent et ils espèrent avoir des joueurs aussi connus qui viennent dans leur tournoi. Tout simplement parce que c'est des joueurs qui sont capables de ramener des foules et donc forcément de vendre plus de billets et donc de rapporter plus d'argent au tournoi. En gros, chaque fois que l'organisation d'un tournoi a envie de ramener un super joueur dans leur tournoi dans lequel ce joueur va pas totaliser beaucoup de points pour son classement, c'est à ce moment-là qu'avant même que le joueur ait commencé de jouer, le tournoi va lui proposer une prime de participation. Et à partir de là, puisque le joueur peut gagner de l'argent avant même de commencer à jouer, il est incité à participer à ce tournoi. On estime par rapport à ça que Federer, sur ses dernières années en tant que joueur pro, demandait 1 million de dollars de prime de participation pour participer à des tournois comme les ATP 250. À l'heure actuelle, Nadal et Djokovic demandent aux alentours des 900 000 $ pour ce genre de tournoi. Et enfin, les joueurs classés entre la 30e et la 50e place mondiale peuvent eux aussi avoir des primes de participation à des tournois, mais plutôt pour des tournois Challenger où ils vont gagner évidemment beaucoup moins. Numéro 3, les contrats de sponsoring. Alors là, clairement, il s'agit de la plus grande source de revenus pour les meilleurs joueurs. Dites-vous que Federer, sur ces dernières années, était sponsorisé par pas moins de 13 marques différentes. Parmi elles, Rolex, Mercedes, Barilla, Wilson ou encore le Crédit Suisse pour ne citer que les plus connus. Et tous ces contrats sur sa fin de carrière lui rapportaient 86 millions de dollars par an. Alors dans les contrats de sponsoring, tout ce qu'un joueur de tennis a à faire, c'est simplement d'être un ambassadeur de la marque. Les joueurs apparaîtront dans quelques publicités pour la marque, devront porter l'équipementier pendant leur match et en même temps gagneront beaucoup d'argent. Alors en général, les marques recherchent des joueurs qui ont une forte fanbase et qui représenteront bien la marque. C'est pourquoi Federer gagne peut-être beaucoup plus d'argent avec ses sponsors qu'un joueur comme par exemple Nick Kyrgios, qui est beaucoup plus controversé parmi les fans de tennis. Ensuite, c'est pas tout, il y a également la nationalité du joueur qui joue un rôle important sur plusieurs choses. Par exemple, en Espagne et en Argentine, le tennis fait partie des sports principaux, ce qui incite beaucoup plus les marques à vouloir sponsoriser les joueurs de tennis de ce pays. À l'inverse d'autres pays où le tennis va peut-être être un peu plus négligé comme sport et les joueurs qui viennent de ces pays vont avoir plus de mal à trouver de bons sponsors. Alors après, pour qu'un joueur obtienne de bons sponsors, il faut aussi qu'au sein de son pays, il n'y ait pas trop de concurrence avec les autres joueurs. On va prendre 2 joueurs comme exemple qui sont totalement opposés. D'abord, on va parler de Kei Nishikori, qui est probablement le meilleur joueur de tennis japonais de tous les temps, avec très peu de concurrence à l'époque, ce qui fait qu'à un moment donné dans sa carrière, il gagnait 30 millions de dollars par an juste avec ses sponsors. Et à l'inverse, on peut prendre un joueur comme Roberto Bautista Agut, qui est espagnol, et lui, il a beaucoup plus de mal à obtenir de bons sponsors, tout simplement parce qu'il est espagnol, donc il est dans le même pays que Nadal, Alcaraz ou Carreno Busta qui sont bien mieux classés que lui et qui sont des super joueurs, et donc forcément il va peut-être être un peu plus délaissé et il va avoir plus de mal à aller chercher de gros sponsors. Numéro 4, prime de match d'exhibition.
Il s'agit d'une bonne source de revenus pour les joueurs, non seulement pour les 100 meilleurs joueurs du monde, mais aussi pour les joueurs moins bien classés. Que vous soyez un joueur reconnu dans le monde entier ou juste dans votre petite ville, il est tout à fait possible de faire des matchs d'exhibition. Alors on va prendre un autre exemple pour parler des matchs d'exhibition, toujours en 2019 avec Roger Federer, puisqu'il a fait une série de 5 matchs d'exhibition en Amérique du Sud, où on estime qu'il a gagné 2 millions de dollars par match. Cerise sur le gâteau pour Roger, puisqu'il y a un des matchs qui a été annulé. Du coup, notre Roger s'est retrouvé en même pas une semaine avec 8 millions de dollars en poche en n'ayant joué que 4 matchs. Évidemment, c'est des matchs d'exhibition, donc il n'y a aucun enjeu, il n'y a pas besoin de forcer ou être dans la performance, donc c'est vraiment tranquille. Évidemment, les joueurs moins bien classés vont gagner beaucoup moins. Alors cependant, faut pas oublier que quand on est un joueur au-delà de la 100e place mondiale, on a vraiment toujours du mal à bien gagner sa vie. Donc faire un match d'exhibition par-ci par-là qui rapporte quelques milliers de dollars, ça peut beaucoup aider, sachant que si on gagne un tournoi futur ou challenger, on gagne quasiment la même chose alors qu'on s'est donné à 100%. Numéro 5, bonus de performance. La 5e façon dont les joueurs peuvent gagner de l'argent est par le biais de bonus liés à leur performance. Il s'agit en fait de primes qui sont inscrites dans le contrat de sponsoring de quasiment tous les joueurs, peu importe la marque dont il s'agit. Forcément, ces bonus vont inciter les joueurs à être beaucoup plus dans la performance pendant les tournois, ce qui va permettre à la marque derrière d'avoir beaucoup plus de visibilité. Ensuite, l'autre source de bonus de performance vient directement des tournois. Par exemple, les ATP Finals, qui est le dernier tournoi de la saison où s'affrontent les 8 meilleurs joueurs de la saison, donnent des primes à chaque match gagné par un joueur. Et enfin, il faut savoir que l'une des plus grandes primes liées à la performance était durant la tournée nord-américaine et elle était décernée par l'Association américaine de tennis. Alors cette récompense, elle a été supprimée en 2017, mais en gros, pour vous l'expliquer, les joueurs, ils avaient des points liés à leur performance sur certains tournois de la tournée nord-américaine et à la fin de l'été, juste après l'US Open, le joueur qui avait remporté le plus de points sur les critères, j'imagine, pour cette prime, remportait un chèque d'1 million de dollars. Numéro 6, les clubs de tennis. Alors tant qu'on est en Amérique du Nord, il faut savoir que les États-Unis ont une ligue qui s'appelle la World Team Tennis. Mais les ligues de tennis les plus populaires sont en Europe, principalement en Allemagne et en Italie. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il n'est pas rare de voir des joueurs classés dans le top 30 faire des matchs dans les ligues de ces clubs-là. Alors l'intérêt de ces clubs, c'est qu'ils constituent un excellent moyen pour les joueurs classés au-delà du top 100 de se faire beaucoup plus d'argent que ce qu'ils gagnent en prize money sur les tournois professionnels classiques. Ces ligues ne durent que quelques mois pendant l'été et les clubs vont payer aux alentours de 10 000 $ les joueurs pour leur participation. De plus, la plupart des clubs vont fournir hébergement et nourriture aux joueurs, ce qui n'est pas négligeable. Donc en gros, le tennis en club reste encore un très bon moyen pour des joueurs moins bien classés, toujours en général au-delà de la 100e place mondiale, de couvrir leurs dépenses au fil des saisons, en plus des prize money qu'ils peuvent recevoir sur les tournois classiques. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Moi, je trouve que c'est toujours très intéressant de savoir un petit peu comment les joueurs de tennis arrivent à gagner leur vie. Je pense qu'on peut retenir de cette vidéo qu'il y a d'énormes différences entre les joueurs en fonction de leur classement, surtout sur le prize money qui n'est pas le même. Certains ont des primes de participation à des tournois, d'autres pas du tout. Puis surtout, il faut retenir que si on arrive à faire partie du top 100, c'est vraiment là qu'on arrive à avoir une vie confortable. Et par contre, au-delà, ça reste encore toujours la bataille pour arriver à être à l'équilibre. En tout cas, si vous avez aimé ce style de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos du même genre sur ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous laisse là et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao les fans de tennis!